Résumé de l'actu de ChatGPT. J'ai fait un petit résumé à partir d'une quinzaine de sources dans plein de pays différents. Donc, je vous laisse écouter ce résumé généré par Notebook LM. Pendant ce temps-là, je vous déroule la carte mentale pour voir les différents sujets. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les réactions très contrastées après le lancement de GPT-5 d'OpenAI. Bonjour. Oui, effectivement, il y a un fossé assez net qui apparaît dans les sources. C'est ça, entre les promesses techniques d'un côté et puis le ressenti des utilisateurs de l'autre, parfois c'est le jour et la nuit. C'est exactement ça. On a d'un côté des benchmarks, qui sont impressionnants, des nouvelles capacités annoncées, et puis de l'autre, pas mal de critiques sur l'expérience utilisateur. Et surtout, l'absence de cet effet « waouh ». L'effet waouh qu'on avait connu avant, c'est vrai. Voilà. Alors, notre objectif aujourd'hui, essayer de démêler un peu tout ça. Qu'est-ce qu'apporte vraiment GPT-5 ? Est-ce que c'est une avancée majeure ou juste une optimisation un peu décevante pour certains ? On va regarder les performances, bien sûr, les fonctionnalités clés comme le codage, les agents, mais aussi, et c'est important, l'expérience vécue. Et on va aussi le situer par rapport à la concurrence. Grok, Claude, allez, on décortique tout ça. Alors, commençons par cette contradiction, la performance technique face à la perception. GPT-5, sur le papier, il est en tête des classements. LMRNA, Artificial Analysis. Oui, il est présenté comme le modèle le plus intelligent. Et il y a cette nouveauté, ce routeur intelligent, qui choisit automatiquement la saveur du modèle. C'est censé être simple, mais j'ai lu que ça retirait du contrôle aux utilisateurs avancés. Exactement. C'est là que ça coince pour une partie des utilisateurs. Pour quelqu'un qui avait l'habitude, avec GPT-4o, d'ajuster ses prompts pour obtenir un style précis, ce routage automatique, ça peut casser les habitudes. Ça rend les résultats moins prévisibles, peut-être. Moins prévisibles et parfois moins satisfaisants pour eux. D'où une vraie déception. On lit des termes assez forts dans certaines sources. Certains disent c'est de la daube ou parlent de shrinkflation. La shrinkflation de l'IA, c'est une image forte. Cette impression d'en avoir moins. C'est ça. Et il y a ce regret presque affectif pour GPT-4o, sa chaleur, sa prévisibilité. Sam Altman a même admis qu'ils avaient sous-estimé cet attachement. Ah oui, c'est intéressant. Tout à fait. Et ce ressenti, parfois négatif, il contraste fortement avec des gains techniques qui sont réels. Comme quoi, par exemple ? Les sources parlent d'une réduction des hallucinations de 45%. C'est énorme. Et le fact-checking serait 5 à 6 fois meilleur. Donc techniquement, il y a un vrai progrès. Mais l'expérience, elle, ne suit pas toujours. Voilà. C'est ce décalage qui est frappant. Et est-ce qu'on retrouve ça dans les capacités spécifiques ? Le codage, par exemple. C'était annoncé comme un point fort. Oui. Alors, le codage. Les démos sont impressionnantes. Créer des applications interactives, des tableaux de bord, tout ça directement dans l'interface. Ça fait rêver un peu. Bien sûr. Mais sur le terrain, les retours sont, disons, plus nuancés. On voit des tests où ça échoue sur des tâches précises, un Rubik's Cube interactif par exemple, ou alors ça génère du code qui a l'air bien mais qui ne fonctionne pas. Donc pour du développement vraiment poussé, beaucoup de développeurs disent préférer encore la fiabilité de Claude Code ou plus 4.1. D'accord. Donc le potentiel est là, mais pour une utilisation pro et fiable au quotidien, c'est encore un peu juste pour certains. C'est un peu ça, oui. Il y a encore des progrès à faire sur la robustesse pour certains cas d'usage. Et l'autre grande promesse, les agents IA. Qu'est-ce qu'il en est ? Alors là aussi, il y a des améliorations, c'est vrai. On peut mieux intégrer GPT-5 dans des workflows avec des outils comme MCP, NUIN. Ça, des sources techniques en parlent. Mais les intégrations qu'on attend tous, genre Gmail, Calendar. Eh bien, pour GPT-5, c'est annoncé, mais ce n'est pas encore disponible au moment où on se parle. Alors qu'un concurrent comme Claude, lui, il les propose déjà. Donc là, il y a une attente, une promesse qui n'est pas encore tenue. D'accord. Et un mot sur la créativité. J'ai lu des critiques disant qu'il était plus froid, un peu corporate. Oui, ça revient souvent. C'est très subjectif, évidemment. Certains vont apprécier ce style plus direct, moins sirupeux, comme disent certains. Moins fleuri que GPT-4o, peut-être. Voilà. Mais d'autres regrettent justement cette empathie perçue chez GPT-4o. Et là encore, pour l'écriture créative, Claude est souvent cité en référence dans les retours. Mais il y a un point positif majeur, non ? Le coût de l'API. Ah oui, absolument. La baisse du coût de l'API GPT-5, ça c'est un avantage énorme pour les développeurs. Ça, il faut le souligner. Toute cette frustration autour de l'expérience utilisateur, ça vient principalement du changement imposé, des bugs. Je pense que c'est un mélange. Le passage forcé à GPT-5 au début, sans pouvoir revenir facilement en arrière, ça a vraiment crispé les utilisateurs réguliers. Oui, ça a dû agacer. Ajoutez à ça les limitations perçues, les bugs de jeunesse, ça c'est normal au lancement, mais l'accumulation a créé de l'insatisfaction. D'ailleurs, OpenAI a dû faire marche en arrière et redonner accès aux anciens modèles. Ça montre qu'ils ont écouté, au moins en partie. Oui, face aux critiques, ils ont réagi. Et cette stratégie du routeur unique, au-delà de la perte de contrôle, est-ce qu'il y a des questions sur une optimisation des coûts un peu cachée ? C'est une question que plusieurs analystes soulèvent, oui. Est-ce que c'est une façon d'utiliser des modèles peut-être moins puissants, donc moins chers,
pour des tâches simples. Et est-ce que ça se fait au détriment de la qualité constante? C'est une interrogation légitime. Certains y voient même le signe qu'on atteint peut-être un plateau d'innovation, ou en tout cas des retours diminuants sur la course à la puissance brute. L'idée serait qu'il faut maintenant mieux exploiter l'intelligence qu'on a déjà. Rendre ça plus fiable, plus utile au quotidien. Exactement. La fiabilité devient cruciale, surtout si OpenAI veut aller vers des domaines comme la santé, comme ça semble être le cas. Et face à la concurrence, comme Grok 4 par exemple, comment se place GPT-5? Leurs philosophies sont assez différentes. GPT-5, c'est le professionnel, fiable, bien intégré. Grok 4, lui, mise sur le raisonnement de pointe, l'info en temps réel via X, un ton moins filtré. Mais c'est plus cher et pas de version gratuite, c'est ça? C'est ça, le ticket d'entrée est plus élevé pour Grok. Et n'oublions pas non plus qu'OpenAI a aussi lancé GPT-OSS, ses modèles open source. C'est une alternative intéressante pour ceux qui sont soucieux de la confidentialité des données. Bon, alors, pour conclure, GPT-5, évolution notable ou déception? Le bilan est mitigé si on synthétise les sources. C'est ça. Techniquement, c'est solide. Plus rapide, moins cher via l'API, puissant sur le papier. Mais l'absence d'effet wow, les critiques sur l'expérience utilisateur, la stratégie du routeur, tout ça a terni un peu le tableau pour beaucoup. C'est clairement une évolution, mais peut-être pas la révolution que certains espéraient après GPT-4. Oui, on sent une tension entre l'avancée brute de l'intelligence d'un côté et puis la nécessité de la rendre vraiment utilisable, fiable, agréable au quotidien. Est-ce que c'est un signe que l'IA atteint un palier technique ou simplement qu'OpenAI doit mieux gérer les attentes, peut-être mieux communiquer lors de ses lancements? C'est difficile à dire. Peut-être un peu des deux, c'est une question ouverte. Et ça nous laisse avec une réflexion pour la suite. Est-ce que le futur de l'IA, ça va être la course à l'intelligence pure, toujours plus puissante, ou est-ce que ça va se jouer sur la finesse de l'intégration, de l'application et finalement de son acceptation dans nos vies? C'est le grand débat actuel, et les sources qu'on a vues pointent vraiment vers cette interrogation. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup pour cette analyse très éclairante. Merci à